Culture Soccer. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de CS à l'érable, le podcast fait par Culture Soccer et qui est dédié à 100% au soccer canadien. Comme d'habitude, un de vos hôtes, Adi Raphaël, mais cette fois-ci, je suis tout seul, pas vraiment en fait tout seul, parce que je suis rejoint par un autre rédacteur en chef de Culture Soccer, Anthony de Varenne. Salut Anthony, ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien, très content de parler de soccer canadien, donc merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Merci à toi d'avoir répondu à l'invitation. Oui, effectivement, comme vous avez vu, mon compère de toujours, Daniel Cameron, n'est pas disponible aujourd'hui. Donc, on va lui donner la journée off. Il n'y a aucun problème. Et puis, c'est ça. On reverra la semaine prochaine. Si tout va bien, on l'espère bien. Et voilà, aujourd'hui, on a un petit programme quand même assez chargé. On va commencer en premier par la grosse nouvelle un peu au niveau de la CanPL. On a parlé, bien évidemment, Daniel et moi, dans les épisodes précédents, du fait qu'il y a l'Atlético d'Ottawa qui va commencer sa première saison en CanPL, en Première Ligue canadienne. Puis, on attendait voir ce qui allait se passer. On sait que, vu qu'ils ont été... on leur a donné une franchise un peu en retard. En fait, en dernière minute, je dirais pas en retard, mais en dernière minute, c'est sûr que les annonces commençaient à être un peu repoussées, un peu plus longues à venir, ainsi de suite. On va parler d'une des annonces plus tard, parce qu'on va parler des maillots un peu plus tard. Mais on va commencer en premier parce qu'on attend. C'est très bien de supporter une équipe, mais sans joueurs, il n'y a pas vraiment d'équipe. Et effectivement, l'Atlético Ottawa vient tout juste de signer son premier joueur, le premier joueur de son histoire, qui est Ben Fisk. Ben Fisk, c'est un ailier gauche qui jouait ailier gauche ou ailier droit, dépendamment de ce que vous voulez. Il est capable de jouer sur les deux côtés, mais c'est plus naturellement un ailier gauche. Il est international canadien. C'est vrai que ça fait très longtemps qu'il n'a pas été appelé par le Canada. Il a 27 ans maintenant en date d'aujourd'hui. Les deux sélections qu'il avait eues avec le Canada, c'était en 2017, tous les deux, en janvier et en mars 2017. Puis Ben Fisk, l'année passée, jouait avec Pacific FC. C'est quand même... il avait dit comme quoi il quittait Pacific. Il y a même plusieurs personnes qui ont dit comme quoi il se plaisait vraiment beaucoup à Victoria, là où Pacific joue. Par contre, ça a l'air que l'offre était quand même assez difficile à refuser, n'est-ce pas, Anthony? Ouais, non, c'est une superbe acquisition pour Ottawa. Là. C'est un joueur qui connaît déjà la ligue. Quand c'est une équipe d'expansion, c'est très important, mais c'est aussi que dans une équipe du Pacifique, qui n'a pas excellé là, pour la saison inaugurale. Là. Il a quand même fini 11e meilleur buteur, ex aequo avec plusieurs autres joueurs, mais il a quand même fait 6 buts. Et par la suite, là, 4 passes décisives. Là, donc, c'est un joueur là, que s'il se plaît à Ottawa et s'il a une bonne connexion avec ses partenaires offensifs, là, ça pourrait faire très mal, soit à l'ouest du Canada ou à l'est. Ouais, exactement. Et puis, ce qui est intéressant avec Ben Fisk, c'est que c'est la première. Il vient en fait aussi de marquer l'histoire parce que en étant la première acquisition d'un club comme l'Atlético d'Ottawa, on connaît très bien l'histoire de l'Atlético d'Ottawa qui est reliée à l'Atlético Madrid. Donc, il y a une sorte d'excitation autour de ce club-là qui est quand même palpable parce que on s'entend. Je m'attends pas à ce que l'Atlético d'Ottawa finisse dernier en CanPL. Je pense que ça va être un club qui aura les moyens, qui aura une certaine structure, qui voudra mettre une certaine structure en place. Et puis c'est un club, bien évidemment, qui sait comment le faire parce qu'ils sont reliés avec l'Atlético Madrid. On a vu aussi, juste à propos de tout ça, c'est sûr que les supporters de Pacific FC sont quand même déçus. Il y a même eu un hashtag pendant un certain moment, Signed Fisk, de la part des supporters de Pacific FC qui étaient vraiment très déçus de le voir partir. Est-ce que c'est quelque chose pour toi qui pourrait devenir de plus en plus, Anthony, difficile de voir des joueurs partir d'un club de CanPL à un autre? Il va commencer à un moment donné à avoir une certaine rivalité. C'est sûr qu'on voit
je pense que j'ai vu un peu trop de joueurs changer de club dans cette ligue-là. Et tu sens que ça perd un peu ce côté compétitif qu'il y a entre les clubs. Est-ce que tu penses qu'au fur et à mesure, les choses vont changer de ce point de vue-là? Ben, c'est sûr que là, j'ai l'impression que vu qu'il y a peu d'équipes, désormais 8, j'ai l'impression que quand un joueur change de club, ça a quand même un plus grand impact. Tandis que, par exemple, en MLS ou en USL, lorsqu'un joueur change d'équipe pour une autre, parfois il peut aller dans une autre conférence ou aller dans une équipe qui a une moins grande rivalité, je pourrais dire. Tandis que là, à 8 équipes, j'ai l'impression que l'impact est plus grand, le vide est plus dur à combler. Et c'est surtout que les joueurs sont un peu plus rares en Canadian Premier League. Donc, quand un joueur part pour une autre équipe, il peut être un peu plus difficile de le remplacer là, parce que il n'y a pas un bassin de 35 équipes comme en USL. Là, il y a 8 équipes. Il y en a une là, qui a même pas 2 joueurs. Là, donc, ça peut même pratiquement créer des rivalités. Et j'ai de la misère de voir, par exemple, des joueurs partir d'Edmonton, aller au Cavalry. C'est comme si un joueur de Montréal allait à Toronto, quoique Laurent Simon l'a déjà fait, là, mais... Ben, il y en a eu déjà aussi en KNPL Ouais. cette année, bien évidemment, mais c'est sûr que c'est ce genre de truc, je pense, un peu. Peut-être, bah, tu l'as dit, on peut le voir de deux façons, ou selon moi, ça peut peut-être un peu tuer la compétitivité, mais selon toi, en fait, ça renforce la rivalité. C'est possible, il faut voir exactement comment comment les supporters vont réagir à ce genre de signature-là. J'ai hâte au premier match, par exemple, entre Edmonton et Cavalry, pour voir si les joueurs qui ont changé de côté seront hués, seront conspués, ainsi de suite. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir savoir si effectivement c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose pour la compétitivité de la Canadian Premier League. En tout cas, on a hâte de voir ce qui va se passer de ce point de vue-là. Par rapport à l'Atlético d'Ottawa, il y a une chose aussi que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a eu aussi une vidéo avec Mista, l'entraîneur du club. On en a parlé dernièrement avec mon ami Daniel. Et comme quoi, lui, il avait dit que il aimerait pas il pourra pas s'exprimer complètement en anglais. Bah, c'est normal parce que bon, il est espagnol et ainsi de suite. Par contre, il fait une entrevue, une vidéo promotionnelle en anglais. Est-ce qu'il a retenu les mots juste pour faire la pub sans rien comprendre? Ou bien est-ce que c'est juste qu'il est gêné, il veut pas faire genre des conférences de presse au complet en anglais, puis mais il est capable de commencer à comprendre et il a déjà commencé à prendre des cours. En tout cas, c'est intéressant de suivre cette évolution-là parce que c'est sûr que ce serait dommage qu'on ait un entraîneur ici au Canada qui parle ni anglais ni français et qui essaye même pas de faire cet effort-là, n'est-ce pas, Anthony? Ouais, mais c'est ça. Surtout avec la communication avec les joueurs, ça pourrait devenir difficile. Mais là, on voit qu'il y a un certain vouloir. C'est pas facile quand tu parles pas la langue de faire une publicité. En fait, une vidéo promotionnelle pour tes partisans, ça peut être quelque chose de un peu intimidant. Mais juste le fait qu'il le fait. C'est déjà bien. Il aurait pu mettre seulement des sous-titres anglais, français et personne aurait critiqué le geste, mais là, le fait qu'il parle anglais, je trouve que dans cette vidéo-là, je trouve que c'est déjà un bon pas vers l'avant là, et non, il risque de s'améliorer au fur et à mesure de la saison. Là. Ouais, effectivement, il a intérêt, je vais le dire. Ouais. En tout cas, bref, non pas vraiment intérêt, mais genre, vous comprenez ce que je veux dire. C'est quand même intéressant de pouvoir parler dans la langue du pays parce que c'est comme ça, comme tu as dit, que tu peux avoir de meilleurs résultats selon moi. Après, bon, il y a plusieurs hispanophones qui sont ici en Amérique du Nord, on le sait. Lui, il est hispanophone, donc il devrait pouvoir se faire comprendre quand même. Là, c'est pas comme s'il il parlait une autre langue bizarre qui est pas aussi répandue au pays. Le pays, c'est quand même, il y a beaucoup de joueurs qui parlent en espagnol. Donc bref, on verra ce qui va se passer du point de vue de l'Atlético d'Ottawa. On attend impatiemment les prochaines acquisitions parce que c'est sûr que maintenant, c'est un effectif, c'est même pas un effectif, c'est un joueur qui est dans l'effectif. Donc, bref, on a hâte de voir aussi si cette fameuse base de données de Ottawa, pardon, 21st Century, la base de données, si jamais elle va donner
des idées à cette équipe-là, comme elle en a donné bien évidemment à plusieurs équipes de la KNPL. On en a parlé aussi dans les épisodes précédents. Bref, on veut voir de quoi ça a l'air. Est-ce qu'il va y avoir quelques Espagnols qui vont venir faire leur début ici en Canadian Premier League en provenance de l'Atlético Madrid ou avec des contacts de l'Atlético Madrid? Bref, il faut aussi faire attention au nombre de places internationales. Il n'y en a pas beaucoup aussi en KNPL. Par rapport à cette KNPL-là, j'aimerais qu'on parle bien évidemment de la nouvelle sensation qui vient de se faire, c'est les maillots sortis par la Canadian Premier League. Mais avant ça, on va parler de ça en dernier. On va parler en premier parce qu'il y a eu un premier match, on en a parlé la semaine passée, de l'équipe nationale féminine canadienne qui jouait son premier match au Tournoi de France. Le Tournoi de France, c'est un tournoi amical qui est très intéressant parce que on joue à ce moment-là, on se prépare pour les Jeux Olympiques de Tokyo, vu que le Canada s'est déjà qualifié. Et dans le Tournoi de France, c'est juste 4 équipes. Il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas de phase de groupe ou quoi que ce soit. C'est vraiment 4 équipes. Puis les 4 équipes, ils se disputent des matchs. Puis à la fin, celui qui a le plus de points, il gagne ce tournoi-là. C'est un tournoi amical. C'est 4 équipes quand même de très très haut niveau. On a la France, le Brésil, les Pays-Bas et le Canada. Et je pense que c'était intéressant pour le Canada de se confronter à ce genre d'équipe pour pouvoir bien se préparer comme il faut pour les Jeux Olympiques. Le premier match s'est joué hier à 11h le matin, heure du Québec, et c'était contre la France. Le Canada se jouait contre la France. Puis on a vu une équipe canadienne malheureusement s'incliner sur le score de 1-0. Bien évidemment, j'ai mon avis là-dessus, mais je vais laisser te commencer, toi, Anthony. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là de l'équipe nationale féminine? En fait, moi, j'ai surtout un gros point positif, un gros point négatif. Je peux commencer par le négatif, c'est vraiment au niveau de l'offensive. On dirait qu'il manquait vraiment un lien entre la défense et l'attaque. Ils ont tout simplement eu aucune occasion. 39% de la possession, 0 tir cadré. Honnêtement, j'ai pas aimé ce que j'ai vu et j'ai un peu peur pour les JO. C'est sûr, c'était une grosse équipe, c'était la France devant, mais vraiment là, ça aurait été plaisant d'au moins avoir une occasion là, parce que vraiment c'était assez faible de ce côté-là. Mais d'un autre côté, mon côté positif, c'est vraiment, j'ai trouvé la défensive très solide. La France avait le pied sur le ballon, aurait pu marquer à plusieurs reprises, mais vraiment le Canada, là, mené par la charnière centrale, Queen, Buchanan et Schmidt, pour vrai, j'ai adoré ce que j'ai vu de ces trois femmes-là. Vraiment, ils étaient très en forme, j'ai trouvé, au dernier match face à la France. Et surtout, moi, la joueuse que j'ai trouvé très bonne, là, c'est Buchanan, là, qui était partout, j'ai l'impression, là. Effectivement, Kalisha Buchanan, effectivement, c'est un peu une de nos meilleures joueuses au sein de l'équipe nationale féminine. La preuve, elle est sous contrat avec l'Olympique Lyonnais, qui est sans équivoque la meilleure équipe de foot féminin au monde. Aussi simple que ça. Puis elle est là, puis elle joue quelques matchs avec l'Olympique Lyonnais. Elle n'est pas tout le temps titulaire indiscutable, mais sauf qu'elle fait partie de la rotation. Elle est souvent là. Puis bon, bref, elle a déjà gagné 3 Champions League, par exemple. Elle a déjà gagné le championnat de France 3 fois, la Coupe de France 2 fois. Et elle est toute jeune. Elle a encore 24 ans. Pourtant, elle a déjà eu 100 sélections avec le Canada. Donc bref, toute une joueuse, effectivement. Moi, ce qui me dérange dans ce match-là, c'est pas que l'équipe n'a pas réussi à relier le milieu avec l'attaque ou bien la défense avec le milieu. C'est pas ce manque de cohésion-là qui m'a vraiment dérangé. C'est la tactique utilisée par Kenneth Heiner-Moller. Je sais, beaucoup de personnes vont me dire, encore une fois, Adi qui descend l'entraîneur danois. Je suis vraiment désolé. Jusqu'à maintenant, il ne m'a pas donné motif de satisfaction. Il ne m'a pas donné encore la chance de me dire, peut-être que j'ai tort.
Ben, si je regarde juste point de vue statistique, OK? Je vais vous parler après du match, ce que moi j'ai vu du match, mais je vais juste vous donner quelques petites stats, OK? 15 tirs pour la France, 2 pour le Canada en 90 minutes. 3 tirs cadrés pour la France, 0 pour le Canada. 61% de possession pour la France, 39 pour le Canada. 368 passes seulement contre 560 aux côtés de la France. 75% de passes réussies du côté du Canada. Bref, ça explique un peu ce que le Canada n'a pas fait. En fait, le Canada n'a pas joué. Le Canada n'a pas voulu jouer au foot. Le Canada s'est contenté de défendre une équipe amorphe qui a vraiment été nullissime. Mais vraiment nullissime. On a parlé plusieurs fois ici, à CS à l'érable, du fait que Kenneth Ademoler doit faire confiance aux jeunes. Encore une fois, il l'a pas fait. Il a essayé de changer son système de jeu en jouant dans un 5-3-2 avec Alicia Chapman à gauche, Rebecca Quinn, Buchanan, Sophie Schmidt en défense centrale, Jade Rivière à droite, au milieu de terrain, Ashley Lawrence, Desiree Scott et Janine Becky, et puis en attaque, Jordan Huitema et Christine Sinclair. Je comprends que tu as envie de mettre Huitema dans les meilleures positions. Ben, je suis vraiment désolé. Déjà, tu fais plusieurs erreurs de sélection. Tu me mets Desiree Scott, on en a parlé plusieurs fois. Le fait de jouer avec 3 milieux de terrain, il faut de plus en plus des milieux qui sont capables de jouer vers l'avant. Desiree Scott n'a pas cette faculté-là. Desiree Scott, c'est vraiment un numéro 6 qui n'est pas capable de faire grand-chose de plus. La preuve, si vous regardez les stats de Desiree Scott en carrière, ben Desiree Scott, 32 ans, elle a 147 sélections avec l'équipe du Canada, 0 but. Donc, bref, ça prouve un peu sa versatilité avec en tant que milieu de terrain. C'est vraiment un milieu de terrain extrêmement défensif qui fait pas grand-chose d'autre. C'est très bien, je comprends, si jamais tu as quatre milieux de terrain avec plusieurs milieux créatifs, mais ce n'est pas le cas. Ashley Lawrence, bon, c'est très bien qu'elle soit de nouveau au milieu de terrain au lieu de jouer en tant que latérale, ce qu'elle a été fait pendant très longtemps. Tu as Janine Becky qui a l'habitude de jouer à l'aile, qui était au milieu de terrain, ce qui était un peu bizarre. Oui, elle prenait l'aile de temps en temps, sauf que quand elle prenait l'aile, il y avait plus grand monde au milieu. Rebecca Quinn qui était en défense centrale, c'est pas un défenseur, c'est d'habitude un milieu de terrain défensif qui est exactement le même profil que Desiree Scott. Elle a été mise en tant que défenseur central. Sophie Schmidt, c'est aussi un milieu de terrain qui a été mis en défenseur central. Oui, je comprends peut-être qu'ils voulaient favoriser la relance. Gros fail parce que ça n'a pas marché. Alicia Chapman, en tant que latéral gauche, on connaît les limites de Alicia Chapman. C'est une joueuse que j'adore, OK? Mais malheureusement, en 2020, ce n'est plus une joueuse qui est assez talentueuse pour être là. Elle n'a pas de pied droit. Elle a juste pas de pied droit. Elle n'est pas capable de faire quoi que ce soit avec son pied droit. Jade Rivière, je suis content, au moins une jeune qui était là, titulaire. Puis Jordan Huitema, je suis content, même si l'association entre Sinclair et Huitema n'a pas encore été intéressante. Donc bref, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette association-là? Parce que ça fait plusieurs fois que Kenneth Ademoler essaie de les mettre ensemble, Huitema et Sinclair, puis ça marche pas encore. Est-ce que tu penses que ces deux joueuses-là ne sont pas compatibles? Ou est-ce que tu penses que c'est une question de tactique derrière qui marche pas trop avec ces deux joueuses devant? Honnêtement, j'ai pas la réponse parce que c'est sûr que ça fait quelques temps qu'ils sont ensemble et ça marche pas. Est-ce que c'est de point de vue tactique? Est-ce que c'est les deux qui sont pas compatibles? Moi, je pense que j'en viens aux conclusions, là. Je pense qu'on n'a pas le choix de dire qu'ils sont pas compatibles, malheureusement. Ça aurait été sympa, mais c'est sûr que c'est pas le même style. Donc, peut-être qu'il faut rester patient le temps qu'un Sinclair prenne sa retraite le plus loin possible, là, mais j'ai l'impression qu'il faudrait plutôt opter pour peut-être une rotation que les faire jouer les deux ensemble parce que ça ne marche pas et si on continue à enchaîner les défaites face aux gros, là, ça va pas le faire non plus, là. Ouais, écoute, moi je suis pas trop d'accord. Je pense que ces deux joueuses-là peuvent jouer ensemble. Je pense que c'est juste derrière, c'est juste mauvais. C'est juste mauvais la façon dont Kenneth Ademoler place ses joueuses et choisit ses joueuses tactiquement.
On en a parlé longtemps, comme quoi il y a des joueuses qui méritent peut-être une sélection qui sont même pas appelées. Il y a comme une sorte de favoritisme au sein de cette équipe nationale féminine, malgré les mauvais résultats semaine après semaine depuis la Coupe du Monde. Euh, L'entraîneur a du mal à tourner la page. On voit que, on l'a vu lors des 20 dernières minutes, quand il a finalement fait ses changements, Kenneth Muller, en rentrant les jeunes, Julia Grosso, Gabrielle Carr, Nichelle Prince, qui sont rentrés un peu plus tôt, Nichelle Prince et Gabrielle Carr. Mais bon, bref, quand toutes ces joueuses-là sont rentrées en jeu avec Jessie Fleming, qui aussi inexplicablement était sur le banc, c'est là qu'on a vu le Canada commencer à peut-être créer un peu plus. Et tous ces joueurs-là ont remplacé qui? Ont remplacé des joueuses comme Desiree Scott et Alicia Chapman. Oui, il y a d'autres jeunes qui sont sortis parce que bon, monsieur est pas capable de prendre les bonnes décisions. Mais bon, bref, il y a un seul point positif, parce que je parle beaucoup des points négatifs, il y a un seul point positif. J'ai beaucoup aimé la gardienne Sheridan dans ce match-là, qui a été très très bonne. On sait que d'habitude c'est Stéphanie Labbé. Kylene Sheridan, qui joue pour le Sky Blue FC en NWSL, a été très très bonne. Elle a 24 ans. Je pense que c'est l'avenir du Canada à ce poste-là. Et je pense qu'il est temps. Peut-être Labbé, 33 ans, elle n'est pas trop vieille aussi en tant que gardienne de but. Surtout pour une gardienne de but, 33 ans, c'est pas très, 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 très vieux. Mais n'empêche, je pense qu'après les JO, je pense qu'il sera temps que Sheridan prenne la place de Labbé. Mais si moi, je veux donner un 11 idéal, puis j'aimerais que tu fasses de même aussi, Anthony, je sais pas, tu sais quoi? On va te laisser commencer. Qu'est-ce que tu penses serait le 11 idéal avec lequel il faudrait jouer? Honnêtement, au poste de gardien, j'ai bien aimé ce que j'ai vu de Sheridan. Elle était fidèle au poste. Je pense que sans elle, là, ça aurait pu être un score un peu plus grave. Ouais. Mais par la suite, honnêtement, si tu insistes pour dire que c'est un problème tactique à l'attaque, je mettrais également Sinclair Huitema. Ashley Lawrence, c'est sûr que je la garde. Desiree Scott aussi, Becky. Mais peut-être que j'opterais pas pour une défense à 4. Là. Peut-être j'irais pas à 5, désolé. Peut-être j'irais plus à une défense à 4 parce que sinon, là, oui, on est bonne au niveau de la défense, mais après ça, ça marche pas. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Là. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. J'irai avec une défense à 4 aussi. Je mettrai Sheridan dans les buts. En fait, non, je mettrai Labbé pour maintenant jusqu'à la fin de l'année 2020. Je mettrai Stéphanie Labbé parce qu'elle va ramener ce côté leadership là, parce qu'elle a beaucoup de leadership. À droite, je garderai Jade Rivière. À gauche, je mettrai Gabrielle Carr, notre Québécoise, qui a été encore très très bonne. Chapman, pour moi, ne devrait plus faire partie de l'équation. En défense centrale, ce serait Buchanan Zadorsky parce que cette défense centrale-là marche. Je vois pas pourquoi on a voulu changer quelque chose qui marche. La seule chose qui marchait, c'est la défense. Mais Monsieur Muller a décidé que ça marche, on va changer. Bref, au milieu de terrain, j'irai avec Lawrence. J'enlèverai Desiree Scott, puis j'irai avec Lawrence, Julia Grosso et Jessie Fleming en une sorte de 4-2-3-1 parce que on mettrait Grosso et Lawrence en tant que les deux milieux de terrain avec les deux qui jouent. Grosso est capable de jouer beaucoup plus défensif. Lawrence va pouvoir un peu casser les lignes, que ce soit par le dribble ou par la passe. Devant, je jouerai avec Becky. Becky à droite. Je jouerai avec Fleming. Je mettrai Huitema sur le côté, même si elle est de loin meilleure en pointe, mais elle pourra switcher de temps en temps avec Christine Sinclair à devant. Christine Sinclair et Huitema pourront se switcher parce que Sinclair aussi est capable de jouer un peu partout. Elle est même capable de jouer en 10. Donc bref, il pourrait y avoir une certaine cohésion entre ces joueuses-là qui switchent de temps en temps, dépendamment de l'effort qui est à donner. Donc bref, je pense que comme ça ferait du sens. Avec sur le banc, tu as Diane Rose, tu as Nichelle Prince, tu as Adriana Leon qui peut venir suppléer ces joueurs offensifs-là. Au milieu de terrain, tu auras des joueuses comme on peut mettre Desiree Scott au cas où on veut être un peu plus défensif en tant que remplaçante une fois qu'on a fait le break.
Et puis, on aura Sophie Schmidt, on aura Rebecca Quinn aussi qui pourrait venir remplacer les joueuses au milieu. Mais arrivé à un moment, il va falloir qu'on commence à faire confiance à ces jeunes joueuses. Bref, j'ai hâte de voir si Anna Moller va comprendre. Ça fait 1 an depuis la Coupe du Monde que je demande si Anna Moller va comprendre. Mais jusqu'à maintenant, il n'a rien compris. On espère qu'il va se réveiller à un moment donné, qu'il va sortir un peu sa tête du sable et remarquer qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma tactique. Quand tu vois des joueuses comme Adrienne Leon, qui a déjà 26 ans, qui à chaque fois qu'elle rentre et qu'elle joue, à 27 ans, pardon, à chaque fois qu'elle rentre et qu'elle joue avec l'équipe du Canada, elle marque des buts, elle est tout le temps là, elle apporte, elle dynamite l'équipe. Et puis elle est tout le temps sur le banc, ben, peut-être qu'à ce moment-là, il serait temps, par exemple, d'essayer Adrienne Leon, par exemple, à la place de Huitema, puis rentrer Sinclair. Bref, il y a plusieurs choses à faire, mais sauf que Monsieur Anna Moller ne bouge pas. Monsieur Anna Moller ne veut pas changer ce qu'il y a à changer. Donc bref, très intéressant ce match-là pour savoir combien l'équipe du Canada stagne sous la houlette de Kenneth Heinemoller. C'est mon constat jusqu'à maintenant. Dans le deuxième match de ce tournoi de France, c'était les Pays-Bas contre le Brésil. Ça a été un 0-0. On sait que, par exemple, les Pays-Bas sont une équipe qui monte vraiment beaucoup. Le Brésil, c'est une équipe qui régresse un peu. Donc, on va voir ce que ça va donner les prochains matchs. On voit que le Canada joue son prochain match samedi contre les Pays-Bas. Donc, Canada, Pays-Bas, samedi, c'est à 11h, je pense. Oui, c'est à 11h. Non, c'est à midi. C'est à midi au Canada. On va voir ce que ça va donner de ce point de vue-là. Voilà. On espère qu'il y aura du changement. Ouais, et si je peux rajouter quelque chose, oui, je crois que ce genre de tournoi-là est très formateur pour le Canada. Que ce soit une victoire ou une défaite, je crois qu'on apprend beaucoup plus en affrontant la France, les Pays-Bas et le Brésil que peut-être rester en CONCACAF et demander des matchs amicaux face aux petites équipes des Caraïbes ou des choses comme ça. Donc, vraiment, oui, peut-être ça va être un tournoi difficile à encaisser s'il y a 2 ou 3 défaites, mais je crois vraiment que ça va être très formateur pour l'équipe. Et rendu là, reste à voir si Ener Moller va prendre les bonnes décisions par la suite, là, s'il va être capable de construire autour de cette expérience-là. Là. Exactement, mais c'est ça le truc, tu as complètement raison, c'est de très belles expériences, bien évidemment. Par contre, il faut savoir profiter de ces expériences-là et commencer à former la jeune garde, commencer à former l'équipe et les joueuses qui vont venir prendre le flambeau de ces joueuses qui ont été très bonnes pour le Canada avec leur médaille de bronze en 2012, aux Jeux Olympiques de 2012 et en médaille de bronze aux Jeux Olympiques de 2016. Mais tu arrives à un moment où il faut que tu formes la relève. C'est très bien, merci beaucoup de ce que vous avez fait, les filles, mais là, on passe à autre chose. Et c'est ça qui est dommage. Tu dois profiter de tes matchs amicaux pour établir les bases de la prochaine génération et de la prochaine formation d'équipe Canada féminine. Bref, on verra ce qui va se passer dans les prochains matchs. D'un autre côté, après avoir parlé de l'équipe nationale féminine, il y a aussi l'équipe nationale féminine, on en a parlé aussi dans un épisode précédent, l'équipe nationale féminine des moins de 20 ans. On vous avait dit comme quoi c'était presque impossible pour elle qu'elle se qualifie pour la Coupe du Monde. On avait parlé bien évidemment de la grosse tâche qu'elles avaient. Effectivement, elles se sont imposées lors du premier tour lors du premier tour à élimination directe en s'imposant face à Cuba 6-0. Du même côté, elles ont dû se battre contre les États-Unis des U20, puis une grosse défaite de la part du Canada U20 sur le score de 4-0. Une défaite, selon moi, attendue. Pas du tout surprise. Et puis, bon, le Canada, on ne les verra pas en Coupe du Monde U20. C'est vraiment dommage, je trouve, pour nos jeunes Canadiennes. Oui, c'est vrai, surtout sur le score de 4-0. Dès la première mi-temps, c'était terminé avec 2 buts des Américaines à une dizaine de minutes avant la fin de la première période. Là, donc, assez lourd comme score. Et c'est là qu'on voit qu'on commence à être de plus en plus distant avec le niveau des Américaines. Là, même chez les équipes de jeunes, c'est très difficile de rivaliser contre les Américaines. Là. Et on passe à la au dernier segment de cet épisode de CSA l'érable. C'est les maillots
de, bien évidemment, la CAN PL. C'est intéressant, je voulais garder ça à la fin parce qu'il y a plusieurs choses à dire. Je vais te laisser commencer, mon cher ami. Donc, qu'est-ce que tu as pensé des nouveaux maillots de Macron? Macron, pas le président français, mais bien évidemment la marque de maillot. Ouais, ben, il y a quelques maillots que j'aime beaucoup. Il y en a d'autres que j'aime un peu moins. Je peux déjà commencer dans les côtés un peu moins positifs, là. Les deux que j'ai le moins aimé personnellement, moi, c'est Halifax et Pacific, qui ont des sortes de. Ben, en tout cas, Halifax, on dirait ils ont comme une bande son de. Tu sais, la musique, là, Ouais. avec les ondes et tout, on dirait qu'ils ont comme une bande comme ça sur le devant. Honnêtement, je sais pas trop ça représente quoi. C'est plus ça qui me gêne. J'ose croire qu'ils sont pas allés dans leur banque de motifs. Ils ont dit, une ligne là, ça pourrait bien faire. Parce que sinon, le maillot est quand même bien réussi avec le bleu et le dégradé de couleur et tout. Je trouve que ça fait bien, mais vraiment la ligne, je la comprends pas trop, là. Je sais pas si tu as un avis toi aussi sur Halifax. Ben écoute, moi, très sincèrement, j'ai aimé tous les maillots. Après, j'ai des préfets, j'ai certains que j'ai aimé plus que d'autres. Sauf que je trouve que tous les maillots sont classe. Tous les Ouais. maillots paraissent bien. Si je regarde la différence avec les maillots de MLS, ben, On Macron a s'en- fait 15 fois meilleur que qu'en MLS. Je déteste les maillots de la MLS, surtout la couture devant, là, qui dirait que comme si on avait rapiécé deux pièces ensemble dans une friperie. Euh, mais c'est vraiment ça, les maillots de la MLS cette année. Par contre, ici, tous les maillots ont leur style. Tous les maillots sont différents. C'est pas le même maillot qui est juste des couleurs qui changent. Par exemple, tu regardes par exemple Edmonton, tu vois, il y a des boutons, c'est un peu un style polo par exemple. Chacun a son style. Pour ce qui est de Halifax en tant que tel, je l'ai trouvé pas mal. C'est vrai que c'est assez bizarre cette bande de son là au milieu. Par contre, j'aime bien le dégradé et je pense qu'avec le dégradé, peut-être que la bande de son veut peut-être dire, je sais pas, les vagues du fait que Halifax est proche de l'océan. J'ai aucune idée. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre ce point de vue-là. Mais en général, je regarde le maillot. Si je rentre pas trop dans les détails, ben, il est plaisant à l'œil. Je le trouve pas moche, contrairement à 99% des maillots de la MLS. Ouais, non, c'est ça. J'essaie de dire ceux que j'aimais le moins, là, mais Ouais. je trouve, je sais pas si la CNPL nous écoute, mais s'ils veulent m'envoyer tous les maillots, je vais pas refuser, là. Ouais. Mais plus sérieusement, moi, dans mes tops, là, mon premier, c'est York 9 FC. Vraiment, reprendre les 9 bandes, les mettre sur le devant. Je trouve que c'est le maillot qui représente le plus le club. Vraiment, oui, les autres sont beaux, mais j'ai l'impression que lui a une réelle signification. Et j'adore ça. Qu'est-ce que Macron a fait, là. Je sais pas si t'es du même avis que moi. Ouais, ben écoute, si je regarde Hurricane FC, pourquoi on parle des 9 bandes qui sont sur le logo, bien évidemment, ça peut paraître un peu bizarre sur le logo, mais sauf que sur le maillot, ça fait très beau, je trouve. Surtout que on sait très bien que les 9 bandes, ça annonce ben, les 9, si vous voulez, les Mm. 9 régions de York, on va les appeler régions, les 9 municipalités, si vous voulez, de York, en tout cas les 9 régions qui constituent la ville de York. J'aime beaucoup ça, le fait que c'est beau en plus, puis c'est au milieu, puis le fait que ce soit blanc derrière, puis vert, l'agencement des couleurs, je trouve ça très très joli. Je sais pas, moi j'ai beaucoup aimé ce maillot-là, vraiment. Et pourtant c'est drôle parce que je regarde un peu ce qui se passe en ligne et sur les médias sociaux, puis ils trouvent que il y a beaucoup de personnes qui trouvent que c'est dégueulasse. Ah. Donc, je sais pas quoi penser. Moi, je trouve ça très, très joli. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien ces deux maillots-là. Après, bon, j'aime un peu moins celui d'Halifax par rapport à celui de York. Mais passons au troisième, celui de Forge FC. Ben, pour moi, c'est celui que j'ai le moins aimé, celui de Forge FC. Euh, Est-ce que c'est parce qu'il y a un Tim Hortons au milieu? Je sais pas. Mais le fait, les trois couleurs faites avec du noir en haut, du blanc au milieu, puis du orange en bas, je sais pas, je trouve ça un peu. On dirait une station d'essence en fait. Je sais pas.
mais c'est vrai, une station de gaz, genre, je sais pas, je suis pas très, ouais, non, comme j'ai dit, il est pas moche, mais c'est pas le genre de maillot que j'aimerais porter, en fait. Ouais, Toi? ben, je comprends pas trop les trois couleurs. Euh, J'aurais peut-être préféré un gilet complètement orange, qui sont les couleurs du club. Je crois qu'en orange, avec peut-être quelques motifs un peu subtils, ça aurait fait beau, comme par exemple, qu'est-ce que le FC Edmonton a fait. Mais là, le trio de couleurs là, sur un maillot, je trouve que ça fait quand même beaucoup trois couleurs. Là. Même s'il y a du blanc, là, ça fait beaucoup. Et ensuite, il y a comme différents tons de orange. Là, mais il faudrait peut-être qu'il nous l'explique parce que c'est ça. Comme tu dis, là, il est assez dur il est assez dur à suivre. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y avait derrière la tête. Là. Ouais, non, aucune idée. Bah, après, c'est les couleurs du logo, là. Ouais, non, ça Mais oui. bon, bref, c'est les couleurs du logo, mais sauf que, ouais. Je pense qu'il y a tellement peu d'orange dans le logo qu'on aurait peut-être l'enlever, ou bien, je sais pas, enlever le blanc. Bah, soit l'orange ou soit le blanc, je pense. En enlevant une de ces deux couleurs-là, peut-être que ça aurait fait un peu plus beau. Pas de la même façon, bien évidemment, juste changer un peu. C'est sûr que les deux ensemble, juste la moitié blanc, la moitié orange et la moitié noire, ça aurait fait un peu bizarre, là. Mais n'empêche, je pense qu'il y aurait eu quelque chose à faire sans une des trois couleurs. En tout cas, c'est ce que je pense. Ouais, exactement. Et une dernière petite chose, par exemple, il faut leur accorder là, que le fait d'avoir mis un peu de jaune, pas de jaune, mais d'orange sur les manches, ça crée un petit peu un lien avec le blanc, puis ça, c'est bien, là, mais ouais, Ouais. Ben, j'ai bien aimé aussi sur le col, le fait que ce soit blanc et orange. Peut-être qu'ils auraient pu garder le blanc et orange sur le col, puis après faire du blanc et noir ou bien du orange et noir. Peut-être que ouais. ça aurait été quelque chose d'intéressant. Bref, je sais pas. C'est celui qui est un peu le moins réussi selon moi. On passe au prochain, celui de Valor FC. Valor FC, bon, il y a beaucoup de monde qui ont trouvé qu'il ressemble un peu à un des shirts d'Arsenal, même si c'est pas le même rouge. Oui, c'est un peu vrai, surtout aussi, c'est un peu vrai qu'il y a ce côté-là. Par contre, moi, j'aime bien ce côté un peu classique où c'est du rouge avec des manches blanches. C'est classique, sauf que c'est beau, classique. Parfois, je sais pas, moi, j'ai pas détesté ça. Après, il sort pas du lot. C'est pas un shirt que je vais vouloir, un maillot que je vais vouloir dire, ah, je le veux, je le veux, je le veux. Non, mais sauf que je regarde ça puis je trouve ça plaisant à l'œil. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je le trouve très plaisant à l'œil, mais j'avais pas remarqué, je viens tout juste de remarquer, mais au niveau du collet, à la gauche, Ouais. on dirait ça continue en blanc et ça, je le comprends pas trop, par exemple. Ouais, j'avoue que c'est un peu bizarre. Il y a comme une virgule Ouais, faite en c'est blanc ou je sais pas ce que vous voulez l'appeler, mais moi je l'appelle une virgule que je comprends pas non plus. Est-ce que c'est peut-être la photo qui est comme ça ou j'ai aucune idée. Mais bon, ouais, non, c'est vrai que c'est un peu bizarre ce point de vue-là. mais le reste, je trouve que c'est parfait. Il y a des petites lignes, soit or ou en rouge, là, que on voit pas très bien sur la photo. Mais oui, je trouve Non, que je ça pense rend que les petites lignes sont en blanc en fait. en Ou en blanc, blanc ok. ou en doré. Ou en blanc ou en doré, mais j'aime ça. Je Oui, trouve oui, ça non, c'est ça, j'adore ça aussi. cool. Et on passe au prochain. Et si on parle de shirt classique, ben celui d'Edmonton, on sait que c'est le 10e anniversaire du club. Parce Mm. qu'on sait que c'est le seul club en KNPL qui a une histoire, bien évidemment, Edmonton. Et puis, j'ai beaucoup, mais beaucoup aimé le style classique qu'ils ont choisi. Vraiment du bleu. Seulement du bleu. T'as le nom de leur sponsor en blanc. Puis c'est un style un peu polo avec tu sais, la petite ligne au milieu qui fait en sorte qu'on dirait qu'il y a des boutons que tu peux ouvrir. Moi, j'adore ça. Ça, c'est un maillot que j'aimerais beaucoup acheter parce que je trouve que, je sais pas, il est classe. Je le trouve très, très beau. On dirait un peu le maillot de l'équipe nationale italienne à un moment donné, même si c'était pas le même style de polo, mais j'aime ça. Je trouve ça très, très joli d'être simple, mais classe et beau. J'aime beaucoup ce maillot-là. Ouais, non, c'est vrai, et surtout qu'ils mettent en valeur le X, qui veut dire 10 en chiffre romain. Là. Je trouve que non, c'est parfait.
Je pense qu'ils ont décidé d'y aller classique pour en mettre de l'avant, c'est ça, le 10e anniversaire. Et peut-être qu'on a un gilet à domicile un peu plus classique. Peut-être ils vont se laisser emporter sur le maillot extérieur, mais ça, on en parlera une autre fois. Là. Mais vraiment, non, le domicile, pour vrai, j'ai rien à redire. Là, même s'il est très classique, il reste, selon moi, et tu l'as dit, un des plus beaux en CanPL cette année. Là. Exactement. Puis juste après, tu as Cavalry FC. Cavalry FC, un maillot, ben, c'est sûr, ils font honneur à leur logo qui est du blanc et du rouge. Ben, c'est exactement ça. C'est du blanc et du rouge. Euh, ouais, c'est pas mon préféré, moi. Sauf que c'est classique. Je pense que c'est juste mon goût. Il est pas moche. Je vois beaucoup de monde pourrait peut-être l'aimer. Je trouve qu'il y a un peu trop de blanc. Les lignes blanches, il y en a un peu trop, selon moi. Peut-être que j'en aurais enlevé peut-être une dizaine parce que je trouve qu'il y a juste trop. Ouais. Mais d'un autre côté, c'est original. Je trouve pas que j'ai jamais vu un maillot comme ça. Je le trouve original. Ouais, moi, les lignes sur le torse, sur le devant, je les aime bien. Moi, où est-ce que je suis un peu moins satisfait, c'est sur les côtés ou sur les manches. Il y a des bandes blanches. Je pense qu'en ayant mis en rouge les bandes blanches, je crois que ça aurait très bien rendu, mais c'est surtout, j'ai hâte de voir les Tu joueurs veux dire sur courir. les épaules? Sur les épaules, genre sous les. Ouais, exactement, sur les Ok, épaules. donc pas sur le côté, pas sur le côté de la hanche là, sur les épaules. Ouais, c'est ça, au niveau Ok, des ok. épaules. Ouais, j'avoue que ça fait un peu bizarre ce côté-là. Ouais, c'est ça, mais c'est ça. Qu'est-ce que je disais, c'est que j'ai hâte de voir les joueurs courir avec ça. Ça va faire des effets d'optique parce qu'il y a plusieurs lignes de plusieurs tailles. Donc, lorsque les joueurs vont courir, là, s'ils courent assez vite, là, on risque d'avoir un maillot tout simplement rouge. Ouais, j'avoue que c'est. Moi, en fait, j'aurais pas détesté un maillot rouge complètement. Hein. J'aurais pas détesté ça. Mais bon, bref. Alain Mountain. Hein? Ouais, ça fait rouge contre les rouges contre les bleus. Il y a rien de plus beau que ça de voir les rouges contre les Ouais. bleus. Bref, en tout cas, c'est intéressant. Puis après, il y a le dernier maillot, ben, celui de Pacific FC. Je dis le dernier maillot parce que le maillot de l'Atlético Ottawa n'est pas encore sorti. C'est une annonce qu'on attend impatiemment, sauf que c'est pas encore sorti. Le dernier maillot, c'est celui de Pacific FC, qui ressemble beaucoup à celui de l'année passée. Avec bien évidemment un peu le même dégradé que Halifax. On dirait que c'est presque le même maillot. La seule Mm. différence, c'est que Halifax a une certaine bande de son, comme tu l'as appelé. À Pacific, on a, disons, des traces de pneus. Je sais Oui, pas. On dirait des traces de pneus. C'est pas un maillot que j'ai apprécié, en fait, celui de Pacific. non, c'est ça. Et quand on se rapproche un peu du maillot, là, on dirait parfois aussi des sortes d'étoiles. Je sais pas s'ils veulent faire référence à l'océan qui est proche et aux étoiles de mer. Je sais pas. J'ai aucune idée, Ah, mais mais j'avoue que c'est... c'est, j'ai plus aimé leur maillot de l'année passée, même Ouais. si il est plus complexe le nouveau maillot, sauf que j'ai plus aimé le bleu clair de l'année passée, bleu vert clair de l'année passée que celui qu'on voit maintenant et même le mauve complètement mauve qu'ils avaient aussi l'année passée, qui était complètement classique qu'à ce maillot là. Bref, donc pour récapituler, si jamais j'ai choisir mon maillot, celui que je trouve le plus beau, pour moi, c'est celui d'Edmonton. Pour toi? Moi, j'irais avec York 9. Je pense que c'est surtout un maillot qui va être significatif pour les partisans et tout, qui représente très bien la ville de York. Donc, moi, j'irais avec le York 9. Parfait. Et puis, celui que t'as aimé le moins? Je pense que je vais être obligé d'y aller avec. T'as dit Halifax avant? J'hésite entre Pacific et Forge. Ah, Euh, ok, pas Halifax. ben finalement, Halifax, je pense qu'il est moins pire que les deux. Ok. Mais je vais y aller avec Pacific parce que je pense que tu vas dire Forge. Non, j'allais dire Pacifique, mais les deux, Ah, je les aime pas trop. Mais c'est correct, on a la même, la même idée par rapport à ça. Oui, Pacifique, pour moi, c'est pas vraiment un maillot que j'apprécie. Après, comme je l'ai dit, si jamais on me l'offre, je vais le porter. Parce qu'il y a aucun maillot que je trouve moche. C'est ça qui est assez sympathique. Une petite particularité par rapport à ces maillots-là. J'aimerais qu'on en parle parce que je trouvais ça assez curieux. T'as remarqué que tous les maillots sont blancs? son blanc. Ah oui, de la couleur blanche. Il n'y a aucun maillot d'une couleur différente.
Tous les maillots des 7 équipes sont blancs. Ah oui, il y a au moins une partie de blanc, c'est ça que tu veux dire? Non, je veux dire les shorts des maillots, pardon. Les shorts sont tous blancs. Excuse-moi, j'ai oublié le mot short. Mais les shorts des maillots sont tous blancs. C'est quand même bizarre, non? Oui, c'est vrai. Et surtout comme Edmonton en bleu, ils auraient pu y aller là, à la complète en bleu, mais c'est vrai, c'est tout blanc. J'avais même pas remarqué. Mais c'est ça, c'est bizarre. Au contraire, moi, peut-être qu'Edmonton, c'est les seuls que je regardais peut-être en blanc. J'aurais trouvé d'autres couleurs pour les autres. Par exemple, Forge FC, si jamais ils avaient choisi 2 couleurs pour leur maillot et leur short, ils l'avaient mis dans la 3e, peut-être que ça aurait été un peu mieux. Genre, tu aurais mis le short blanc ou le short orange, puis en haut, c'est du noir et du blanc. Bref, je lance comme ça sans réfléchir. Mais bon, bref, je suis sûr qu'on aurait pu faire autre chose. Pourquoi ne pas avoir, par exemple, je sais pas moi, York 9, avec leur maillot, ils auraient pu peut-être faire le short en noir, par exemple. Je sais pas, il aurait pu avoir d'autres choses. Hein? Halifax, ça aurait été bon en bleu également. Voilà, Pacifique en mauve, par exemple. Bref, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre de ce point de vue-là. Après, c'est pas moche, c'est juste bizarre. On a hâte de voir ce que ça va se passer pour les shirts à l'extérieur. Est-ce que tu penses que les shirts à l'extérieur vont tous être pareils? C'est juste les shorts qui vont être différents? Ce serait drôle. Ça va être tout des gilets blancs avec un gros logo au centre avec les shirts des couleurs des équipes. Ce serait vraiment drôle. Bref, c'est quand même intéressant, n'empêche, comme je l'ai dit, je suis content de Macron. Je trouve que c'est une très belle association. Trouver des designs originaux, c'est difficile. Il y a des grandes marques qui veulent même plus s'essayer, comme on l'a vu à Adidas en MLS. Ils essayent même plus. Et je parle d'Adidas en MLS, mais pas juste en MLS. Pour avoir été vu des maillots Adidas à travers le monde, c'est souvent des maillots recyclés. Je vois par exemple, moi qui est supporter de l'Olympique de Marseille, à un moment donné, qui faisait affaire avec Adidas, à un moment donné, il y a une année où on a eu exactement le même design que le Real Madrid l'année d'avant. Et ce que je trouvais ça très, très bizarre. Les mêmes couleurs, le même design, tout la même chose. On dirait vraiment qu'ils ont pris le maillot, ils ont juste changé le logo, puis ils ont dit « Ah, ça vous intéresse ?» Puis voilà, c'était aussi simple que ça. Donc, il n'y a plus aucun effort du côté d'Adidas et de d'autres marques aussi. Mais du côté de Macron, il y a cet effort qui est encore mis. Après, bon, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Il y a peut-être des choses que moi, je vais aimer, que d'autres personnes ne vont pas aimer, ou bien des choses que moi, je ne vais pas aimer, que d'autres personnes vont aimer, comme Anthony et moi. Donc, bref, très, très, très intéressant. Toi, tu aimes bien ça, les maillots, hein, Anthony? Oui, exactement. Je travaille sur un projet en ce moment là, en lien avec des maillots, des uniformes. Donc, le sujet qu'on a parlé aujourd'hui, là, j'adorerais en parler et tout. Donc, dans le fond, soyez à l'affût, là, on risque d'en parler de nouveau un peu avant l'été. Parfait, parfait. Donc, un projet par rapport au maillot. Tu peux pas nous donner un peu plus de détails? Qu'est-ce que tu veux dire par rapport au maillot? Tu veux faire des maillots? Tu veux faire quoi? Qu'est-ce qui s'arrive? Ouais, c'est ça. Je travaille sur une possible marque de confection de maillots qui serait personnalisée, là. Je viserais surtout les équipes amateurs ou semi-pro, là, parce que souvent, c'est justement des grosses marques, comme qu'on a parlé tantôt, là, qui ont le marché et ils se retrouvent avec des maillots plutôt fades à un prix quand même assez élevé. Parfait, parfait. Peut-être à ce moment-là aussi un autre maillot Culture Soccer pour le 2e anniversaire. En tout cas, on verra, on discutera de ça avec toi plus tard. Un projet quand même très intéressant à suivre. Je suis sûr que tu vas le mentionner sur Twitter et un peu partout. Donc, on te suit. Donc, on verra ce qui va se passer de ce point de vue-là. Je pense que c'est ça qui va clore notre épisode de CS à l'érable aujourd'hui. On a couvert à peu près tout. On a hâte de voir le reste des choses, bien évidemment, par exemple, le prochain maillot de l'Atlético d'Ottawa, par exemple, les maillots extérieurs, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, les signatures, bien évidemment. On sera de retour, bien évidemment, pour un nouvel épisode, de CS à l'érable.
la semaine prochaine, cette fois-ci, ce sera avec Daniel Cameron et moi. Merci beaucoup d'avoir été le remplaçant aujourd'hui, Anthony. Ça fait plaisir. J'ai adoré parler de soccer canadien, que ce soit féminin et masculin. C'était vraiment plaisant et merci encore une fois de l'invitation. Parfait. Ce sera tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine.